Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 20 septembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché où tous les regards sont tournés vers le géant de l'immobilier chinois, Evergrande, avec un risque de faillite qui pourrait potentiellement derrière impacter l'économie chinoise et aussi provoquer une contagion sur l'ensemble des marchés. Mais avant ça, en fin de semaine, on a eu aussi un net repli des actions, notamment aux États-Unis, souffrant de la hausse des rendements obligataires, des inquiétudes autour de la fiscalité des entreprises et d'un contexte, comme vous le savez, de prudence dans l'attente aussi des décisions de la Réserve fédérale cette semaine. Donc là, on attaque vraiment une semaine assez importante entre des dates clés pour Evergrande et la réunion du FOMC cette semaine, le 20 et le 22 septembre. Alors, les actions américaines ont continué de souffrir des incertitudes sur l'évolution de la fiscalité des entreprises, tandis que l'approche des décisions de politique monétaire de la Fed ce mercredi incite beaucoup d'investisseurs à se mettre en retrait. Autre point négatif pour les actions, c'est la remontée marquée des rendements obligataires après une série d'indicateurs économiques meilleurs qu'attendus, notamment les ventes au détail américaines jeudi dernier. Ça a aussi provoqué par la suite un plongeon des métaux précieux. Enfin, en fin de semaine, on a aussi eu une échéance très importante puisque les marchés vivaient la journée des 4 sorcières, donc l'échéance simultanée des options et contrats à terme sur actions et sur indices. Ce matin, force est de constater que les bourses européennes sont en net recul en début de séance. L'attente des décisions de la Fed américaine et les craintes suscitées par le marché immobilier chinois favorisant l'aversion au risque. Donc là, l'indice de volatilité de l'Eurostoxx 50, baromètre un peu de la nervosité des investisseurs, a bondi à son plus haut niveau depuis la mi-mai. Comme je vous le disais, la Fed, qui réunit son comité de politique monétaire mardi et mercredi, n'annoncera pas forcément le début du tapering, même si on évoque cela depuis déjà pas mal de temps. La réduction graduelle de ses achats d'obligations, mais en revanche, elle pourrait préciser ses intentions en la matière. En tout cas, comme expliqué la semaine dernière dans un graphique, dans un chart, selon un sondage, voilà, la plupart des investisseurs s'attendent au plus tard d'ici la fin de l'année à une mise en place du tapering. Donc, elle pourra préciser d'une part ses intentions en la matière et aussi ses prévisions en matière de croissance, de chômage, d'inflation et surtout de taux d'intérêt qui influenceront forcément les marchés financiers. Parallèlement, les investisseurs restent préoccupés par les difficultés financières d'Evergrande. On en parlait la semaine dernière, potentiellement un signe noir pour les marchés financiers. Les opérateurs étaient braqués et tournés vers la politique monétaire des banques centrales et de l'inflation. Et depuis peu, le numéro 2 du marché immobilier chinois est bien inquiète puisqu'un éventuel défaut pourrait avoir des répercussions sur une bonne partie du système financier de la deuxième économie mondiale. Donc, si le gouvernement chinois n'agit pas, ne décide pas de renflouer Evergrande, on pourrait avoir un choc très important sur les marchés. Si on regarde dans la partie macro, eh bien Evergrande est en chute libre depuis maintenant plusieurs semaines. Les marchés de Chine continentale sont fermés et ne réouvriront que mercredi, mais à Hong Kong, l'action Evergrande chute encore au plus bas depuis 11 ans et l'indice local Hang Seng a lui perdu quand même 3,42%. Alors, quelques chiffres clés quand même, c'est qu'au bord de la faillite, le promoteur chinois qui est étranglé
par les dettes, a encore quasiment, il me semble, perdu 15% ce lundi à la bourse de Hong Kong, touchant donc son plus bas niveau depuis ici 2010. Et donc, quelques chiffres pour comprendre la taille et le risque qu'Evergrande fait peser à l'économie chinoise en cas de faillite. C'est que le groupe a une dette de 300 milliards de dollars, embauche plus de 140 000 salariés, a plus de 8 000 sous-traitants et plus de 2 millions de clients. Donc forcément, on ne parle pas d'une petite société, mais bien d'un géant, et certains évoquent même le Lehman Brothers chinois, too big to fail, mais effectivement, en cas de faillite, cela pourrait provoquer en tout cas un choc systémique sur les marchés. Et donc, l'heure de vérité approche, si vous voulez, pour le chinois Evergrande, puisque les paiements d'intérêt sur 2 obligations arrivent à échéance ce jeudi. Donc, ça va être un test clé pour savoir si Evergrande continue à respecter ses engagements auprès des détenteurs d'obligations, alors qu'il a quand même déjà manqué des paiements auprès de ses fournisseurs et de ses banques créancières. Ensuite, ici, nous avons donc les junk bonds. Ce sont un peu les obligations pourries, on pourrait les appeler comme ça. Un nom plus propre serait les obligations à haut risque. Et les rendements des obligations un peu de pacotille chinoise continuent de grimper. Comme vous pouvez le voir, on a atteint un nouveau plus haut à 14,4% en raison justement de la crainte qu'un défaut de paiement d'Evergrande puisse déclencher un effet domino et donc derrière contaminer l'économie chinoise qui à son tour pourrait contaminer les autres marchés et notamment le marché obligataire. Et donc comme je vous le disais, on va avoir un test important pour Evergrande cette semaine, étant donné que le groupe doit procéder au paiement de 2 coupons ce jeudi de 83, à peu près 84 millions et 36 millions de dollars. Au total, c'est quasiment 670 millions d'intérêts qui sont dus d'ici la fin de l'année. Donc forcément, comme je vous le disais, si les paiements d'intérêt, si Evergrande n'arrive pas à effectuer ses paiements d'intérêt ce jeudi, un risque de faillite plane autour de la société. Et donc, maintenant, tous les regards sont tournés vers Pékin et en tout cas le Parti communiste chinois, et de savoir est-ce que le parti va décider d'agir et de renflouer Evergrande ou de s'en servir d'exemple un peu comme Lehman Brothers en 2008 et sauver uniquement celles et ceux qui seront impactés par l'effet ricochet. En tout cas, ce matin, sur l'ensemble des marchés, on a quand même pas mal de panique. Alors, est-ce qu'on assiste à un mini sell-off, à un panic sell ou à un début de correction très importante qui pourrait entraîner une chute plus prononcée sur l'ensemble des indices? Donc, là, actuellement, ce qu'il va falloir surveiller cette semaine, c'est les dates que je vous ai données, notamment la politique de la Fed à venir, mais aussi ce jeudi, le fameux test pour Evergrande, et bien entendu suivre le feuilleton et quelles vont être bien sûr les démarches que vont entreprendre le Parti communiste chinois, auquel cas, je pense que une correction plus profonde pourrait intervenir par la suite. Passons maintenant à la partie graphique avec justement notre indice national, le CAC 40. Et donc finalement, on se rend compte que le CAC a bien déclenché sa correction en ABC, comme évoqué la semaine dernière. Alors, soit on partait dans un trading range, soit correction en ABC si on venait clôturer sous notre Kijun, sous notre Tenkan weekly. Et effectivement, en fin de semaine dernière, on a clôturé
enfin sous la Tenkan, et derrière, on est venu chercher la Kijō, pile poil. Donc ce plat ici. Donc là, pour moi, on est vraiment sur un pivot clé. Alors, la clôture du mois n'est pas terminée, mais actuellement, je regardais quand même la bougie mensuelle sur pas mal d'indices et elle est relativement horrible. En tout cas, elle invite vraiment à la prudence. Donc, comme je vous le disais, maintenant, il va falloir suivre de près le feuilleton Evergrande, car en cas de dérapage non contrôlé, on pourra aller chercher bien plus bas. Donc là, très clairement, on est sur un bel avalement baissier et on a ce chandelier sur pas mal d'indices. Donc là, la prudence est donc de mise, néanmoins, la clôture n'est pas terminée. Pour moi, actuellement, on est sur un support clé, 6400 points. On est très clairement dans un flux vendeur en ce début de semaine. Donc, on va quand même attendre que la poussière retombe, car peut-être que le pire n'est pas certain, mais en attendant, on est très clairement dans un flux baissier et un flux vendeur. On a eu un énorme gap ici. Je vais enlever l'Ichimoku. Le point intéressant, c'est qu'effectivement, on évoquait aussi cette correction d'ABC si on clôturait sous la Tenkan Weekly. Au final, on n'avait pas un range. Donc, c'est ce qu'on a eu ici. À la fois, on avait un peu ce canal de consolidation, on est venu break par le bas. Donc, plusieurs éléments techniques qui voilà, nous invitent, comme je vous le disais, à la prudence sur les indices. Autre point intéressant, c'est l'objectif théorique qui a été atteint de ce drapeau. Donc, si on reporte la hauteur, vous voyez qu'on obtient quasiment les 6450, 6400 points. Donc pour moi, ici, on est dans une zone chaude, très clairement, un niveau clé, surtout les 6400. Voilà. La zone, ça peut être 6450, 6400, mais c'est surtout les 6400. Donc, deux choses. La première, c'est que si on enfonce ce niveau de support, on risque d'aller chercher beaucoup plus bas. Je m'attends à un retour très clairement sur les 6310, voire même 6250, pour qu'on vienne prendre appui sur la moyenne mobile 200. Donc là, ça va être le pivot de la semaine à surveiller. Soit on enfonce ce niveau, on poursuit la baisse, on va chercher 6250 à peu près, je pense. Sinon, pour l'instant, le flux acheteur n'a clairement pas du tout un flux acheteur, donc j'attends très clairement l'ouverture des US cet après-midi à 15h30. Mais si un flux acheteur se matérialise, le support ici ne cède pas, dans ce cas-là, ce serait venir combler le gap à 6570. Voilà à peu près les objectifs cette semaine pour moi sur le CAC. En fonction de la réunion de la Fed entre mardi et mercredi et du test jeudi d'Evergrande. Soit on panique et les annonces déçoivent, Evergrande au final s'avère, le cas Evergrande s'avère plus compliqué que prévu. Le Parti communiste chinois n'intervient pas et donc là, à mon avis, c'est direction le sud et on pourrait même plonger un peu plus. Sinon, plus de peur que de mal. La Fed se veut rassurante, test positif des 6400 points et reprise, rebond technique, pas forcément une reprise haussière. Après, je verrai quand même plutôt un range, mais rebond technique pour venir fermer le gap. En tout cas, pour l'instant, les vendeurs, les acheteurs ne sont absolument pas présents. Je ne vois aucune bougie de retournement. J'attendrai une stabilisation au niveau de cette zone et surtout l'ouverture cet après-midi de l'ouverture, enfin des bourses américaines pour avoir un peu plus d'indications sur les prochains mouvements à venir. Mais voilà pour moi le support et le pivot clé de la semaine, 6400. Soit on ne cède pas à la panique, on rebondit et on vient combler ce gap d'ici la fin de la semaine. Sinon, direction le sud et mon prochain objectif reste les 6250 points. Le DAX qui est passé au DAX 40, mais c'est passé, l'annonce est passée quasiment inaperçue ce matin face aux craintes suscitées par les géants de l'immobilier chinois. Mais maintenant, le
le DAX 30 est devenu le DAX 40 et nous avons eu de nouvelles sociétés qui ont intégré l'indice comme HelloFresh, Porsche, Airbus, bref. Je vous invite à faire vos recherches pour voir quelles sont les nouvelles sociétés qui sont venues pondérer l'indice allemand. Côté graphique, même constat finalement, rappelez-vous, on parlait de ce haut de canal qui a plutôt bien réagi, encore une fois, on le travaillait, et là, la bougie mensuelle, encore une fois, ne donne pas vraiment envie de payer l'indice allemand, car on est sur un magnifique avalement baissier. On a même fait un gap aussi en mensuel, sur la borne haute, avalement baissier. Encore une fois, le mois de septembre n'est pas clôturé, mais là, on assiste un peu à un risk-off. L'aversion au risque fait son retour, les craintes au niveau des politiques monétaires de la Fed, de l'inflation, du tapering, du géant de l'immobilier chinois. Donc, plusieurs éléments maintenant qui pourraient amener les investisseurs à prendre des bénéfices, très clairement. Donc là, la bougie mensuelle, se caractérise par un avalement baissier. Néanmoins, on attendra la clôture pour confirmer ce pattern. En données daily, weekly, pardon. Pareil, cassure de la Tenkan, donc on est venu chercher la Kijun, on l'a même gapé. Donc maintenant, reste à savoir dans quel scénario on va partir. Soit un range, de nouveau. Un range ne serait pas à exclure. Voilà, entre 16 000 et 15 100. Pour l'instant, le flux est baissier. On n'a pas de changé de retournement en daily pour potentiellement jouer en rebond. Donc, on va affiner en données journalières. Et voilà, pour moi, le niveau clé, c'est 15 100. Voilà, on a une belle zone à 15 100. Ça équivaut aux 6 400 points pour le CAC 40. Et derrière, si on enfonce les 15 100, c'est direction la MM200, voire un peu plus bas. 15 850, 15 900. Voilà. Pour moi, le pivot de la semaine sur le DAX, je vais enlever l'Ichimoku, c'est cette zone-là. Donc, on obtient à peu près 15 130, 15 080. Là, même scénario que sur le CAC. Si on enfonce cette zone, eh bien, vente pour aller chercher MM200, voire 15 780. Si on a une belle bougie flux dans les heures à venir en données 4 heures, dans ce cas-là, pourquoi pas tenter un achat, mais protéger assez rapidement et être très réactif, étant donné qu'on est quand même dans un beau flux baissier, et dans un premier temps, venir pullbacker notre canal. On pourrait très bien repartir, faire un rebond technique avant de repartir en direction du sud. Mais là, effectivement, on a une sortie par le bas du canal, pareil, une dégradation quand même de la dynamique haussière. Par contre, un rebond technique pour venir pullbacker et combler le gap ne serait pas à exclure avant de retomber. Mais pour cela, maintenant, je surveille ma zone à 15 100, 15 080 pour avoir un peu plus de visibilité par la suite. Effectivement, si on n'a pas de bougie là en données horaires, c'est baissier. Les vendeurs gardent la main. Ce matin, on empile les bougies rouges. Donc, pas de précipitation. Attendez d'avoir un changement de retournement dans cette zone si vous voulez tenter un rebond technique. En l'absence d'un changement de retournement, si on a une bougie flux qui perce cette zone, dans ce cas-là, l'objectif sera d'aller chercher notre moyenne mobile 200 journalière. Le Dow Jones, non, là on est sur l'Ethereum, le Dow Jones, on va break finalement, on va aller regarder les futurs, mais là très clairement donné daily, on va gaper notre droite de tendance et notre canal, donc on devrait aller chercher, je pense, le deuxième niveau ici, on perd quasiment plus d'1,5% sur les futurs actuellement. Bon, si on accélère, ce serait d'aller chercher la zone à 33 800. On va atterrir par ici, un peu plus bas même. Si on ouvre sous les 34 200,
même constat, c'est si on a une réintégration assez rapide au-dessus des 34 200, on essaiera d'aller chercher le comblement du gap. À l'inverse, si on échoue et qu'on ouvre vraiment sous cette zone et qu'on remonte un peu, dans ce cas-là, ce sera de nouveau de vendre pour aller chercher la prochaine zone à 34 800. Voilà en gros le point sur le Dow Jones. On va plutôt basculer sur le futur, où je trouve que on a déjà un peu plus d'indications. Effectivement, on a nos zones. Je vais supprimer le canal et retracer les zones pour les prolonger. Donc, une zone ici, une zone ici, et enfin cette zone-là, et la dernière qui est un peu plus basse. Donc voilà le plan sur le Dow Jones actuellement, c'est qu'on a quand même enfoncé cette zone-là. Et selon moi, deux scénarios, soit on repère cette zone à la hausse et dans ce cas-là, on vient combler le gap où ça a lâché sur le cash, soit effectivement, on reprend un peu de hauteur et au contraire, ici, il faudra de nouveau vendre pour repartir en direction du sud et aller chercher cette zone-là. Voilà le plan que j'ai actuellement sur le Dow Jones, c'est potentiellement un rebond technique pour revendre une nouvelle fois pour aller chercher l'ancienne borne basse du range. Donc maintenant, j'attends l'ouverture à 15h30. Si on a une belle bougie flux assez puissante qui réintègre cette zone, bon, eh bien peut-être que le prochain niveau à aller chercher, ce sera la moyenne mobile 50, justement ici en TP haussier. Mais si on est maintenu en échec, on rebondit, qu'on est maintenu en échec ici, eh bien vendre pour aller chercher plus bas la zone à 34 500 points. En tout cas, on devrait avoir pas mal de volatilité sur l'ensemble des indices cette semaine avec le feuilleton Evergrande et les annonces de la Fed entre mardi et mercredi. Côté Forex, ben forcément, le dollar est une valeur refuge, donc l'euro plonge aussi un peu, poursuit sa dégringolade depuis les 1,1875. Pareil, finalement, vous voyez, on a enfoncé les 1,1755, on surveillait ce support pour éventuellement un scénario de épaule tête épaule inversée. Bon, au résultat, on a eu ici une belle bougie flux qui est venue percer cette zone. Donc maintenant, test du support des 1,1710, mais on part quand même dans l'optique d'un trading range, tout simplement, sur l'euro-dollar. Donc là, pareil, dollar, valeur refuge, pas mal de risques sur les marchés, donc je suis plus prudent maintenant. Enfin, je n'étais pas acheteur de toute façon sur l'euro-dollar sur ces niveaux-là. J'évoquais les 1,1755 en cas de changement de retournement ou la borne basse du range. Donc là, très clairement, j'ai l'impression qu'on est dans un range sur cette paire. Effectivement, on a un support intéressant ici, les 1,1710, mais pour l'instant, j'attends toujours l'euro-dollar sur le niveau des 1,1680. Voilà le niveau de support qui va m'intéresser pour potentiellement commencer à réfléchir à des achats sur cette paire. Mais ici, certes, c'est un niveau de support, mais si on est dans un range, j'attends tout simplement la rotation complète. J'opte pour une rotation complète des prix dans un premier temps. Et là, en données 4 heures, je n'ai aucune indication permettant d'affirmer que les prix vont s'arrêter ici et rebondir. Donc, étant donné que la version risque fait son retour, forcément, eh bien, les investisseurs jouent le yen et le dollar américain. Donc, pareil, pas de précipitation. Attendons un peu que la poussière retombe, que la Fed fasse ses annonces avant de prendre position sur les paires en dollars. L'euro AUD, ben, je reviens sur ce plan étant donné qu'il a dysfonctionné. Mon plan a été invalidé. J'optais potentiellement pour une épaule tête-épaule avec un chandelier 4 heures qui avait été validé.
ici. Et finalement, le stop loss a été touché. On n'a même pas atteint l'objectif que je cherchais des 1,60. Donc, ce plan invalidé et j'ai même plutôt envie maintenant d'être acheteur sur l'euro AUD, étant donné que c'est une paire qui réagit plutôt bien face aux risques sur les marchés, comme ce fut le cas avec le Covid. Vous voyez que l'euro face au dollar australien, qu'on a eu le crack lié au Covid, c'est fortement apprécié. Et une fois que ça s'est calmé, l'euro est totalement retombé. Là, face aux risques qu'on a sur les marchés, j'attends de voir si on clôture au-dessus de la Kijun. Mais si on valide ce niveau, eh bien, j'ai plutôt envie d'être acheteur sur l'euro AUD pour aller chercher les 1,6330. Voilà le plan. Et donc, pour le coup, c'est un trade perdu sur l'euro AUD, étant donné que voilà, j'avais un niveau d'invalidation sur les 1,6190 et finalement les prix ont percé cette zone. Donc, erreur d'appréciation pour ma part. Mais à surveiller la clôture Kijun et on pourrait finalement poursuivre cette reprise haussière qu'on a maintenant depuis le mois de mars sur l'euro AUD. GBP USD, aussi une paire à surveiller cette semaine. Un peu comme sur l'euro dollar, vous voyez qu'on est dans un range ici, un nuage qui se met à plat et on est venu taper la zone de support intermédiaire. Donc, pour ma part, c'est pas un niveau qui m'intéresse plus que ça. Alors oui, c'est un gros niveau de support, mais j'aimerais bien qu'on vienne chercher, voilà, soit on part dans un triangle, soit on part dans un triangle de consolidation, soit un range de consolidation. Auquel cas, les prix devraient venir chercher soit la borne basse du triangle, soit la borne basse du range. Voilà pourquoi le GBP USD, j'aimerais, comme l'euro dollar, l'attendre un peu plus bas, tout simplement pour soit profiter de la cassure et on accélère, soit au contraire profiter d'une nouvelle rotation, soit vers la borne opposée du range, soit vers la borne opposée du triangle. Effectivement, je vous le reconnais, on est quand même sur une belle zone de prix, juste ici. C'est un niveau de support intermédiaire, mais j'ai quand même l'impression qu'on consolide dans une figure chartiste, soit un triangle, soit un rectangle. De ce fait, pour l'instant, je préfère rester à l'écart et attendre surtout les annonces de la Fed dans 2 jours pour savoir si oui ou non on va enfoncer ce niveau et plutôt intervenir voilà, sur le niveau des 1,36. Voilà le plan que j'ai sur cette paire. Là, pareil, effectivement, on reste soutenu. On est en train d'enfoncer la MM50. Et j'ai bien l'impression voilà, qu'en donné weekly, en fait, on a un range finalement qui est en train de se mettre en place. Et on teste une nouvelle fois la MM50. Donc à surveiller, mais la zone de prix qui m'intéresse surtout, c'est les 1,30, 1,3010 sur le GBP USD. Le gold maintenant. Alors on a eu un énorme plongeon du gold en fin de semaine dernière, notamment dû à un bon indicateur américain, les ventes au détail. Donc le gold derrière a plongé jeudi. Ensuite, on s'est plutôt stabilisé, mais ça se dégrade. Du moins, c'est compliqué. Certains m'ont envoyé des messages pour m'évoquer cette épaule, tête, épaule qu'on pourrait effectuer. Effectivement, je n'exclus pas aussi de nouveau ce scénario, mais je me montre prudent quand même sur le gold. Là, encore une fois, les annonces de la Fed vont impacter le cours de l'or mercredi. Et donc, soit on repart effectivement, on confirme ce scénario, soit c'est direction les 1700. Donc là, oui, on est dans une belle zone de support. Pour moi, on a une zone à 1750, 1760.
J'aimerais bien qu'on clôture au-dessus des 1760 pour sauver le support. Donc, tant qu'on est dans cette zone, il y a encore un espoir, au sens où, effectivement, si on se met en données hebdomadaires, on pourrait, voilà, vous voyez qu'on a notre zone juste ici, on est pile poil, dessous, on pourrait en fait être dans un gros range. Voilà. Et donc, potentiellement être sur la borne basse d'un range et en parallèle former la deuxième épaule. Effectivement, voilà pourquoi ça peut être intéressant de s'intéresser au gold, mais en cas de clôture sous les 1750, là, je pense qu'on devra avoir un dérapage voilà, vers l'ancien creux de mars 2021 en direction des 1780. Donc, affaire à suivre, potentiellement des achats sont possibles sur le gold. J'aime bien la divergence qu'on est en train de valider ici. Donc on est sur la zone, on tente de se stabiliser et derrière, voilà, on est en train de valider, enfin elle est validée, pardon, on a validé cette divergence haussière. Effectivement, voilà, divergence haussière validée avec un beau chandelier ici. Donc maintenant, libre à vous d'intervenir comme bon vous semble. Mais en tout cas, on est sur une belle zone de prix, on tente de se stabiliser, une divergence haussière validée. Donc effectivement, on pourrait reprendre de la hauteur pour aller chercher les 1780. Peut-être que certains d'entre vous se sont ou ont décidé de se positionner. Donc si le trade part, protégez très rapidement, étant donné qu'on a la Fed et que on peut très bien retomber. Et d'un autre côté, on pourrait aussi de nouveau accélérer. On peut très bien aussi accélérer en direction des 1800 voire 1830 et donc valider ce scénario d'épaule tête épaule. Mais je m'attends très clairement cette semaine à avoir beaucoup de volatilité sur les métaux précieux. Voilà pourquoi je vous invite en tout cas à protéger rapidement votre trade une fois que c'est parti. Tant pis si le marché retombe, mais si on a des mouvements assez violents, on enfonce des gros niveaux de support, au moins, même si vous êtes dans le bon sens et que ça part violemment à la hausse, eh bien tant mieux pour vous. Et si ça part violemment à la baisse, au moins vous sortez à break-even et vous évitez de subir les excès de volatilité qu'on pourrait avoir, je pense, vraiment cette semaine sur l'ensemble des métaux précieux. Le Brent. Le Brent, pareil, on cède du terrain. L'objectif a été fait sur le Brent. On a fait le TP1. Je vous invitais aussi, vous voyez qu'on est venu chercher notre oblique. Donc le TP1 a été fait suite à la sortie par le haut du range et du canal. Je vous invitais donc à mettre soit beau stop à break-even, soit en stop win. Et maintenant, advienne que pourra, soit on se fait une frayeur, on repart, on va chercher le TP2 dans les prochains jours. Sinon, on retombe. Dans ce cas-là, eh bien, vous faites stopper à break-even. Mais logiquement, vous avez dû encaisser des gains sur cette résistance. Je continue d'être haussier sur le Brent, mais je surveille ça de près, étant donné que je trouve que la hausse devient un peu fragile sur le Brent. Voilà. Pour moi, le pivot clé maintenant, ça va être MM50 4 heures avec notre oblique haussière. Voilà, voilà ce que je surveille. Donc pour moi, ici, on a une zone de support. Et si, voilà, si le marché enfonce cette zone, eh bien, on va retomber. On va aller chercher les 72,45. Voilà pourquoi je vous invite à mettre votre stop à break-even. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire suite à la sortie du range ou à la cassure du canal haussier. Et maintenant, on est sur le fil du rasoir, très clairement. Si le marché parvient à se reprendre ici, eh bien, nouvelle tentative pour venir chercher notre oblique baissière de long terme. En cas de cassure, je viserai toujours mon TP2.
Et inversement, si finalement ce niveau ne tient pas, eh bien, on devrait retomber. Donc pour l'instant, la dynamique, elle, reste haussière, mais ne soyons pas trop euphoriques sur le pétrole, car il pourrait très vite retomber si ce niveau ne tient pas. Voilà. Pour moi, MM50, niveau des 74, 73, 80, c'est le pivot clé de la semaine qui déterminera si les vendeurs reprennent un peu l'ascendant psychologique ou au contraire, une zone de support à mettre à profit pour derrière relancer la dynamique haussière. Je vais mettre l'Ishimoku pour voir si j'ai un peu plus d'indications. En données daily, pas grand chose. Bon, la Tenkan qui est juste en dessous et en données 4 heures. Voilà, on est déjà venu enfoncer la Tenkan. On teste le support, la MM50. Donc effectivement, si on repart à la hausse et qu'on fait une cassure Tenkan Kijun, eh bien, ça devrait être de bon augure pour la suite pour aller chercher un peu plus haut. Mais sinon, voilà, surveiller très clairement la réaction des prix sur ce niveau pour avoir des indications sur le prochain mouvement directionnel. Le light, c'est exactement la même chose, à mon avis. On a dû retomber sur le niveau de support des 71. Et on n'est pas venu chercher totalement. Ah, on l'a enfoncé ici, c'était les 71,50. Donc là, pareil, hein, c'est le même constat, mais le light de base sous-performait. Et on est en train de retomber, finalement, on est en train de casser les 71,50. Donc là, pareil, logiquement, celles et ceux qui sont rentrés par ici sur le light ont déjà dû se faire stopper ou se faire sortir à break-even. Pour l'instant, plutôt neutre, pareil, sur le light, le pétrole WTI. Ce qui va m'intéresser une nouvelle fois, ça va être la zone des 70. Zone 70 avec MM50. Si on réintègre, direction la Kijun. Voilà. Là, soit on part sur un nouveau test de cette zone avant de repartir. Mais si jamais le Brent enfonçait ce niveau, je verrais bien un retour voilà, sur les plus bas qu'on avait fait ici, l'accumulation du range, donc à peu près notre plat Kijun. Vous voyez ici, le light a déjà enfoncé sa MM50. Et je pense que le light a aussi enfoncé sa droite de tendance. On fait le pullback. Donc, très clairement, on a une dégradation vraiment de la dynamique haussière, de la reprise haussière sur le light. Le Brent, encore une fois, surperformait, donc forcément, il résiste un peu mieux, mais on se trouve vraiment à la croisée des chemins. Alors, soit le light s'est fait une frayeur un peu et va réintégrer, mais si le Brent lâche sous la moyenne mobile 50 et sa droite de tendance, je pense qu'on devrait avoir une correction plus profonde sur le secteur pétrolier. Enfin, les crypto-monnaies, et même les crypto-monnaies ne sont pas épargnées par les déboires d'Evergrande. Forcément, hein, les crypto-monnaies ne sont pas une valeur refuge, encore une fois. Et donc, le BTC, lui aussi, cède du terrain. Toutefois, le pire n'est pas certain, étant donné qu'on se situe quand même dans notre zone de support. Donc là, retour en données hebdomadaires sur notre Tenkan, juste ici. Donc là, on est en train de venir prendre appui sur la Tenkan. Et cette Tenkan, qui est située exactement à 14 000 $, cette Tenkan correspond à la borne basse de notre range. Voilà, juste ici qu'on avait tracé. Donc là, maintenant, je ne passe absolument pas vendeur BTC ici. On a un plat Kijun qui est juste là, donc Chikou est en train de taper en parallèle notre plat Kijun et les prix tapent la Tenkan mensuelle qui sont au même niveau que notre zone de support horizontale couplée au niveau des 38,2. Donc là, on est très clairement dans une zone de support. Donc, encore une fois, on ne vend pas un support, on attendra sa cassure.
Et donc maintenant, reste à savoir si oui ou non le BTC va de nouveau partir dans un range intermédiaire entre 43 000 et 48 400. Et en cas d'incursion, effectivement, si le support lâche, je viserai le niveau des 51%, des 50% de Fibonacci avec un retour sur les 41 000 $. Et pour l'instant, le support tient, mais je ne vois pas de chantier de retournement dans l'immédiat sur le BTC. Voilà. On est potentiellement dans un nouveau range. Comme cela. Voilà, nouveau range à surveiller, la prochaine bougie 4 heures sur la borne basse. Et en données horaires, non, pas plus d'informations. En tout cas, on n'a pas de changement de retournement, donc il faudra encore patienter. Savoir si cette zone de support va une fois encore tenir et résister à la pression vendeuse, auquel cas passe de trading range. Et si jamais cette fois-ci le support cède en clôture de bougie daily, eh bien, je passerai vendeur pour aller chercher les 41 000 $. Et l'Ethereum, finalement, qui surperformait le BTC, voilà, est en train d'enfoncer la zone. Donc là, pour le coup, j'attends la clôture daily. On est en train de repasser sous la zone et on pourrait aller chercher les 2900, effectivement. Faire une correction donc en A, B, C. Un peu comme sur le CAC 40. Voilà. Vous voyez ici. Encore, j'aurais pu tirer un peu plus pour prendre les clôtures. Mais on pourrait partir comme sur le CAC, sur une belle correction en ABT pour l'Ethereum. Pareil, il va donc falloir surveiller la clôture et pourquoi pas, pour les plus audacieux, tenter un pullback ici pour tenter de revendre pour aller chercher les 2900. Et par contre, je chercherai des achats sur cette zone à 2900 une fois qu'on aura atteint l'objectif théorique de la correction en ABC. La prochaine zone d'achat qui va m'intéresser, ce sera 2900, 2866. Voilà. Mais effectivement, si on clôture sur cette zone, pourquoi pas sur pullback, revendre pour aller chercher un peu plus bas. Sinon, eh bien, s'attacher les mains et attendre que l'Ethereum retombe et de nouveau chercher à se positionner sur le retracement de 50 de Fibonacci. Donc là, en données 4 heures, voilà, on avait un biseau de consolidation. L'objectif théorique avait quasiment été atteint. Finalement, on retombe. Donc là, c'est sûr qu'on a le sentiment que les vendeurs, en tout cas, prennent très clairement l'ascendant psychologique à court terme et que la correction devrait logiquement se poursuivre jusqu'au niveau des 2900 voire 2850 $. Donc, affaire à suivre sur le BTC et l'Ethereum. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés car on pourrait et on devrait surtout avoir pas mal de volatilité sur pas mal d'actifs. Donc, faites attention à la fois à l'effet de levier et surtout à votre exposition sur l'ensemble des actifs, car nous ne sommes pas à l'abri de quelques secousses et turbulences parfois violentes cette semaine. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour faire un point complet sur la planète finance.